sans plus tarder, on va commencer donc par cette première table ronde avec Sébastien Landé. Donc, Sébastien Landé est à distance avec nous. Sébastien va ouvrir sa caméra et son micro. Marc Potier va me rejoindre sur la scène. Bonjour Marc. Et Philippe Goutte aussi va me rejoindre. Bonjour Philippe. Vous avez une chaise chacun. Vous pouvez pousser un petit peu la chaise. Voilà. Vous serez devant la table. De toute façon, ne tombez pas. Et voilà, on vous a tous les trois. La technique marche bien. C'est un plaisir. Peut-être on avait dit peut-être un premier tour de table rapide pour vous présenter qui vous êtes et dans quelle société vous travaillez. Peut-être Sébastien, tu peux commencer? Oui, bonjour à tous. Donc Sébastien Landais, adhérent FFIE et installateur photovoltaïque depuis au moins une vingtaine d'années et aujourd'hui dirigeant de la société Innowat Energy basée dans les Pays de la Loire. Voilà, merci Sébastien. Marc. Bonjour à tous. C'est bon, hein. Bonjour à tous. Donc Marc Potier, adhérent FFIE. Moi, je suis installateur depuis 8 ans et on se convertit au photovoltaïque depuis 4 ans. Voilà. Donc, co-gérant de la société DME. Nous, on est sur le secteur Côte d'Or, Dijon. Très bien, merci. Un plaisir de vous avoir aussi avec nous. Et Philippe? Oui, bonjour, Philippe Gou. Donc, j'ai été cofondateur de la Smart Building Alliance for Smart City. Aujourd'hui, je suis chargé de mission ENR et data, ne pas oublier les data, au sein de l'entreprise qui s'appelle Bourgeois Global, qui est un grossiste et un distributeur en solaire photovoltaïque, mais pas seulement, en solutions d'énergie renouvelable. On a aussi un organisme de formation, on a aussi un bureau d'études, on a aussi une société de transport. Voilà, vous avez plein de choses, mais on y reviendra. Alors Sébastien, on avait dit qu'on commencerait par toi. Effectivement, ce qu'on se disait dans le photovoltaïque, le prérequis, notamment pour construire une installation, c'est la collecte des données, le foncier. Bon, il y a plusieurs éléments pour le prérequis d'une bonne installation photovoltaïque. Oui, effectivement, enfin, le photovoltaïque dédié à l'autoconsommation. Avant même de pouvoir identifier le souhait ou répondre au souhait du client, il faut d'abord savoir ce que l'on peut faire. Donc, tant sur les données techniques du bâtiment qu'également sur son comportement énergétique. Savoir sur le terrain, est-ce que c'est à 6 heures qu'il consomme ou à midi, ou est-ce que c'est sur la phase 1 ou la phase 3. Donc, ça veut dire qu'avant même de commencer un projet, de faire une étude, vous commencez par instrumenter le lieu sur lequel vous allez travailler? Effectivement, oui. On fait une restitution dite théorique. Est-ce qu'il y a du sens économique si c'est quelqu'un qui a une activité qui est très concentrée sur des heures de nuit? Forcément, les résultats économiques vont aller rapidement à trouver une autre solution, mais dès que c'est une activité solaire compatible, il faut aller plus loin et donc là, il faut absolument aller enregistrer et récupérer des données beaucoup plus précises de terrain. Marc, on tire le fil de ce sujet sur la partie autoconsommation, sur le comptage pour le bon dimensionnement. Ça vous semble un sujet aussi important? Alors, pour compléter les propos de Sébastien, la principale chose à faire sur un site photovoltaïsable, du coup, comme compatible, c'est la mise en place de compteurs pour comprendre comment consomme le futur client potentiel, pour pouvoir faire des théories sur la production et donc son amortissement économique dans le temps. Donc, pour ça, il existe plusieurs solutions aujourd'hui pour récupérer de la data et donc pouvoir dimensionner au plus juste et pas faire au doigt mouillé, comme on dit, et puis dire je mets 200 panneaux pour mettre 200 panneaux. Et pour compléter ça, c'est aussi une aide à l'investissement pour le professionnel ou le particulier qui rassure, plutôt que de présenter des devis sur des sommes qui sont quand même qui peuvent être relativement importantes. Et donc, ça rassure sur la pérennité du projet. Oui, parce que finalement, on lui fait une équation économique de son projet, c'est ça? C'est ça, l'objectif, c'est pas sur un retour sur investissement en 1 an, hein, c'est quand même plus long et c'est des philosophies qui vont, je pense, avec la data, évoluer. Oui, alors si on regarde, là on parle un peu d'aide aussi, peut-être on peut regarder,
on parle de retour sur investissement et donc d'aide. Philippe, qu'est-ce qu'il y a comme aide aujourd'hui sur ce sujet photovoltaïque, autoconsommation? Alors, juste avant de reparler des aides, j'aimerais revenir sur le sujet d'auparavant. Je pense que le rapport 10 minutes qu'on peut demander aux opérateurs, puisqu'aujourd'hui, on est en droit de demander ce rapport 10 minutes, ce rapport 10 minutes, c'est en fait 52 560 relevés sur un an. Et ce qui vous permet effectivement de regarder la courbe de consommation et de permettre effectivement de bien dimensionner le solaire photovoltaïque. Maintenant, pour revenir sur les aides, il y a plusieurs sortes d'aides. Il y a pour les collectivités territoriales, puisque c'est un de nos sujets aujourd'hui, je crois, c'est d'apporter un éclairage sur le solaire photovoltaïque aux collectivités territoriales. Il est possible d'avoir une aide de l'ADEME. Et donc, de manière concrète, il faut aller sur le site qui s'appelle Agir pour la transition. Ça s'écrit en un seul mot. .adem.fr et là, on peut avoir une aide sur une étude d'ingénierie amont qui va vous permettre effectivement d'être pris en charge tout ou partie par l'ADEME et de permettre effectivement de bien dimensionner votre objet solaire photovoltaïque pour le futur. La deuxième type d'aide, et ce sont des aides à l'investissement, où là, concrètement, la Banque des territoires peut aider à la manœuvre, et notamment aussi, je dirais, des aides du gouvernement sur la prime à l'investissement. Alors, il y a deux niveaux, c'est inférieur à 100 kg et au-delà de 100 kW. Et ensuite, il y a des aides au niveau rachat, c'est-à-dire que pendant les 5 premières années, on va effectivement vous donner une somme où vous allez récupérer 1/5 sur les 5 premières années d'une partie de l'investissement que vous avez fait dans le solaire photovoltaïque pour les collectivités. Et ensuite, il y a le prix de rachat 10 kWh. Et là, ça fonctionne effectivement de la puissance de votre centrale. Soit vous êtes inférieur à 100 kg, soit vous êtes supérieur à 100 kW. Et évidemment, les centimes qui vous seront donnés varient entre 10 à 6 centimes le kilowattheure qui va être revendu au réseau d'Enedis, et avec un contrat de rachat sur 20 ans. Voilà, ça c'était pour l'état des lieux sur les aides. Alors Sébastien, quand on préparait cette table ronde, c'est ce que disait Philippe Bonnet aussi, c'est on voit la montée en puissance qu'il y a sur le photovoltaïque, et vous, vos témoignages en tant que coopérateur, qu'intégrateur électricien, on parlait de problèmes de main-d'œuvre, effectivement, et puis de carnet de commandes. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de là où vous en êtes sur ce sujet? Tout à l'heure, Philippe, il a montré les objectifs potentiellement inatteignables en France. En l'état actuel des choses, nos compagnons font ce qu'ils peuvent, mais on n'arrivera jamais à obtenir et à faire ce qui nous est demandé avec les gens à l'heure actuelle. Donc, il y a les référentiels qui sont en train de bouger, parce que l'autoconsommation est quand même un marché nouveau, avec des responsabilités, ou en tout cas énormément d'éléments nouveaux à prendre en compte pour être sûr de pouvoir faire les bonnes choses. Et donc, ça doit s'accompagner de formations de jeunes ou de moins jeunes. Et le référentiel n'étant pas existant, ou en tout cas très jeune, malheureusement, on n'a personne sur le marché pour faire face à ça. Oui, et en termes des marques et en termes de carnet de commandes, alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande très forte sur le photovoltaïque de la part des clients? De partout, clairement de partout. Après, comme le dit Sébastien, il y a une pénurie de main-d'œuvre en formation parce que ce ne sont pas des métiers c'est plutôt des métiers nouveaux, donc peu connus des parents, donc des enfants potentiels pour les insérer dans ces filières-là. Je pense qu'il faudrait rassurer d'abord aussi peut-être la population ou les personnes en leur disant qu'il y a du travail et du travail d'avenir. Ce n'est pas un marché qui est là pour 2 ans ou 3 ans, mais qui est là dans la continuité. Si je peux compléter ce que disait Philippe aussi, on est aussi là pour la maintenance. Donc, c'est aussi, c'est pas que de l'installation, c'est de l'installation, du suivi et de la maintenance. Et c'est des choses dans lesquelles les personnes peuvent évoluer sur leur carrière. Et donc, pour les carnets de commandes, ça craque de partout, il y a des demandes de partout. Et comme il le disait, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la demande
physiquement. Oui, Sébastien et Marc, ça vaut pour vous deux cette question. C'est en termes de maintenance, c'est-à-dire que derrière, il y a un gros travail de maintenance pour accompagner le client sur ce sujet, Sébastien? De toute façon, c'est une obligation assurantielle de répondre et de proposer un contrat d'entretien, vérifier thermiquement les connexions et puis ce qui se passe en toiture. Pour être franc, non, c'est vraiment revérifier l'état des connexions, faire un petit contrôle thermique. Donc, c'est une activité à part entière. Mais là, pour le coup, il n'y a pas forcément un gros besoin de formation. Est-ce que les clients vous demandent aussi de fournir des outils de pilotage pour s'assurer que ce qui était projeté et ce qui est la réalité correspond bien? Ben oui, là, effectivement, il nous est toujours demandé de fournir un business model sur les 20 années, et on dit 20 ans jusqu'à maintenant parce que l'obligation d'achat était sur 20 ans. Maintenant, on va beaucoup plus loin du fait que c'est de l'autoconsommation. On n'est pas forcément tenu ou obligé d'aller chercher un contrat avec EDF obligation d'achat. Il y a pléthore d'autres solutions qui arrivent aujourd'hui au regard du prix de l'énergie. Et donc, il faut absolument avoir un outil interne relativement précis. Les points 10 minutes qu'on peut obtenir, mais le lendemain de la journée en question, il faut être plus réactif que ça. Donc, on arrive à mettre et on doit mettre des éléments en temps réel pour savoir piloter, pour savoir interagir avec sa centrale de production, avec l'intégralité des actions de consommation. Donc oui, le monitoring est extrêmement important. Philippe, pour compléter? Oui, pour compléter, aujourd'hui, on a des outils qui deviennent de plus en plus précis. Par chance, aujourd'hui, la distribution des panneaux solaires, auparavant, on descendait tous les panneaux, on les interconnectait et on descendait un câble unique je dirais en courant continu. Aujourd'hui, il y a les micro-onduleurs qui sont arrivés. Et donc, sur chaque panneau, on transforme effectivement le courant en continu, en courant alternatif. Chaque panneau a une adresse IP. Et donc, on sait précisément quel panneau fonctionne et ne fonctionne pas en temps réel, puisqu'il a une adresse en data et à distance. Donc, l'ensemble de nos 4000 installateurs peuvent aller regarder directement chez le client si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et donc, faire du préventif, quand on sait qu'un jour, on a une alerte sur un panneau, eh bien, on connaît son adresse, on sait sa position précisément sur le toit et on sait aller intervenir très rapidement pour aller changer le panneau en question ou le reconnecter, parce que parfois, c'est une erreur de connexion au montage où il y a eu du vent, etc. Marc, on disait aussi en préparant cette table ronde que vous utilisez des drones, des caméras infrarouges pour surveiller les installations. L'objectif aujourd'hui, c'est que comme on est dans l'instantanéité, ce que disait Sébastien, et dans la donnée aujourd'hui, tout est pilotable en temps réel et je pense que ça va rester sur le temps réel. On a besoin de l'information tout de suite pour mettre en œuvre des consommateurs par rapport à la production. Enfin, je pense que ça, tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, nous, notre stratégie, elle est de se dire, dans le photovoltaïque, le matériel est garanti 20, 25 ans, 30 ans. Je ne connais pas forcément d'autres matériels qui sont aussi bien garantis. Et l'intérêt de commencer à faire du relevé par drone à la mise en service, ça permet de dire, voilà, j'ai mis en service une installation, je prends une photo à l'instant T, tous mes panneaux sont bons, et après, l'installation continue de vivre, et ça fait partie de la maintenance qui va venir derrière sur la surveillance des points chauds, sur la vision sur 20 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est calculé sur 20 ans pour les coûts d'amortissement, et ça permet de pouvoir avoir une vision année après année de l'évolution de l'installation. Ce qui permet une maintenance en complément. Voilà, sur les caméras infrarouges. C'est par drone. C'est par drone, c'est caméra infrarouge sur un drone. Aujourd'hui, on a les moyens d'éviter beaucoup d'interactions humaines. Si je reprends comment ça se passait avant, quand il y avait les contrats de vente à 60 centimes, il fallait attendre 6 mois pour voir si on avait bien produit ou pas par rapport à l'année d'avant et compagnie. Donc, on perdait vite de la production. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques de surveiller en temps réel, de programmer une maintenance. Voilà, le panneau est garanti 25 ans. Au bout de 2 ans, les cellules sont mortes parce qu'on le détecte. Ça permet de gagner du temps sur la production et donc du coup sur la maintenance. Il n'y a pas besoin de se déplacer sur place pour dire le panneau est mort, j'ai perdu un déplacement. On le voit bien en amont. Et quand on fait une visite annuelle, on voit
on voit l'état du champ globalement, avec Oui. les points chauds. Sébastien, sur les modélisations que vous faites auprès de vos clients sur le marché, est-ce qu'il y a différents types de modèles de financement? Alors, oui, effectivement. En premier lieu, le client se débrouille tout seul, il va lever de la dette assez généralement, et là, c'est quasiment 90% en tout cas des clients que je rencontre. Et pour les 10% qui restent, soit c'est quelque chose qui est participatif, donc là, c'est soit des énergies partagées, de appel à citoyens, du crowdfunding ou des choses comme ça, ou sinon les derniers, c'est vraiment c'est le tiers investissement, où c'est un tiers qui vient investir et il y a une exploitation qui vient à être avec un accord entre les deux parties pour exploiter la centrale. Oui, est-ce que des collectivités aussi font appel à vous et veulent installer du photovoltaïque sur l'ensemble de leur parc de bâtiments? Oui, ils sont aux abois, effectivement. Ils sont aux abois, ça veut dire quoi? Ils sont aux abois, ils demandent, mais vous n'arrivez pas à fournir? C'est ça. On ne peut pas être partout. Oui. Donc ça sera peut-être ces sujets, Marc, aussi, vous, ces constats que vous faisiez, c'est la difficulté à fournir le client aujourd'hui face à la demande qu'il y a. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est par rapport au prix du kilowatt actuel où le particulier est protégé avec le bouclier fiscal qui a été mis en place. Par contre, au niveau des entreprises, au niveau des collectivités, ils subissent l'augmentation qu'il y a eu depuis le début de l'année. Et le vrai intérêt de retour sur investissement sur le photovoltaïque est hyper important. Donc, oui, hyper demandeur. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui ne sont pas protégés veulent passer au photovoltaïque parce que… tout le monde, particulier, entreprise, collectivité. Ils veulent changer d'énergie. Puis on voit avec l'électrification, comme on décrivait avec Philippe Bonny, des usages, on a besoin aussi de mettre en place du photovoltaïque pour répondre à ce besoin-là. Je compléterai aussi par le fait que les collectivités locales aujourd'hui sont soumises à la pression du citoyen sur l'autoconsommation collective. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, depuis 2017, il est possible donc de faire des projets d'autoconsommation collective. Et si vous êtes en aval, je dirais, d'un centre, je dirais, de basse tension, à ce moment-là, on peut évidemment servir toute une collectivité et se partager en fait les fruits, je dirais, de la production solaire photovoltaïque. Les collectivités locales donc sont soumises à une demande citoyenne et souvent mettre à disposition de manière gracieuse les toits de leur collectivité à des associations faites de citoyens pour faire de l'autoconsommation collective. Et on voit la naissance d'entreprises, elles peuvent avoir plusieurs formes. Aujourd'hui, c'est permis pour être producteur d'énergie pour la collectivité. Alors, bien évidemment, les syndics de propriété sont en train de regarder ce modèle et les promoteurs aussi sont en train, bien évidemment, de regarder le modèle de l'autoconsommation collective. Voilà, donc effectivement, on voit qu'il y a une appétence, il y a un besoin de formation. C'était le sujet de cette première table ronde. Et puis, on n'a pas encore parlé des matériaux, mais aussi, il faut produire aussi les panneaux. Ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer dans le débat. En tout cas, merci à tous les trois pour cette première table ronde. On peut les applaudir. C'était pour introduire ce sujet. On voit qu'il y a beaucoup à faire. Merci Sébastien qui était à distance.